Alors vous parliez justement de l'acculturation des politiques au numérique. Donc vaste sujet que l'on va aborder tout de suite avec monsieur le député Philippe Latombe et Aurélien Lopez-Ligori. L'acculturation politique au numérique. Donc je pense que vous avez tous vu récemment, je ne sais pas si c'est un sénateur, un député, qui réclamait une filière souveraine du NFT et de la blockchain. J'espère que c'est pas vous deux. Non, je ne vous ferai pas cette insulte de penser ça. Donc on en est quand même là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des politiques qui prennent des décisions en ne comprenant absolument rien à leur sujet. On a la chance d'avoir aujourd'hui deux députés qui comprennent le numérique et à qui je vais poser tout de suite cette question. D'abord, est-ce que cette acculturation, donc là j'ai cité cette personne, je ne vais pas donner son nom, mais qui visiblement n'est pas très au fait du numérique. Donc quel est aujourd'hui qu'est-ce que vous voyez en termes d'acculturation numérique dans la sphère décisionnaire, politique ? Moi, je pense, bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'abord un problème de tropisme. C'est que pour la plupart de nos collègues, tu me confirmeras ou pas, Aurélien, mais pour la plupart de nos collègues, le numérique, ce sont les réseaux sociaux. C'est le porno sur Internet, c'est les émeutes et comment est-ce qu'on peut éventuellement couper les réseaux pour éviter qu'on ait des émeutes. C'est vraiment ce driver-là. Pour le reste, on le voit dans le cadre du projet de loi SREN, sécuriser, réguler l'espace numérique, qui est en cours. On a passé quoi, 2/3 du temps sur le titre 1 et 2 qui traitent des réseaux sociaux, du porno, de ce genre de choses, du filtre anti-arnaque. On a passé la moitié du temps restant sur les jaunums, les fameux crypto machin. Non, on en reparlera, je plaisante. Et puis sur la partie du cloud, qui est la grosse partie centrale, qui est vraiment la partie qui a un intérêt économique, on n'était quasiment que 3 à discuter. Et ça n'intéressait personne, et on l'a fait le jour où le roi d'Angleterre était là au Sénat, et pas un seul de nos collègues quasiment n'était présent, ils étaient tous au Sénat en train de regarder le roi parler pendant 1h30 en anglais. Bon, très bien. Mais le vrai sujet, il était là, et on n'avait personne. Donc je pense qu'on a un problème, quand on parle d'acculturation, c'est qu'il faut aussi qu'on montre que le numérique, ce ne sont pas que simplement les réseaux sociaux et tout ce qui va autour. Bonjour, alors, je suis dans la droite ligne de ce que vient de dire Philippe. On se heurte à une méconnaissance de nos, enfin, on va dire le commun des parlementaires n'est pas forcément très sensible aux questions numériques. Souvent, voilà, c'est via le biais réseaux sociaux. Il y a le fameux la blockchain souveraine. On avait aussi la suppression des VPN. On a eu des amendements sur la suppression des VPN, sur la levée de l'anonymat qui n'existe pas, il faut le rappeler, en ligne. Donc il y a peut-être, on se heurte à des méconnaissances, mais on se heurte aussi à peut-être aussi un aspect presque religieux, place de croyance sur certains sujets que peuvent être la souveraineté. On a des élites qui ont été biberonnées à la thèse kantienne du doux marché, du libre-échange, et souvent quand on vient leur parler de souveraineté, la souveraineté c'est un gros mot, c'est un mot extrémiste presque, alors qu'aujourd'hui, et on le voit dans cette salle, vous êtes tout un écosystème et vous savez que le droit de la concurrence, le libre marché, comme il était imaginé à l'époque, il est plus possible sur les questions stratégiques par exemple. Et on peut, de temps en temps, on se heurte à de la croyance. Alors, on est tous les deux, alors je suis président du groupe d'études sur la souveraineté numérique et la cybersécurité. Philippe est vice-président du groupe et on essaye, nous c'est le rôle de ce groupe d'études, d'essayer d'amener avec des députés de tous bords politiques, de manière transpartisane. Moi je suis Rassemblement National, Philippe est Modem, on a des collègues Renaissance, on a des collègues NUPES, qui eux ont compris ces sujets de souveraineté, qui connaissent les sujets numériques, et on essaie d'apporter des amendements transpartisans. Alors peut-être que Philippe va en parler, le 10 bis A par exemple, sur la question de le droit extraterritorial américain, chinois, etc. On essaye de créer des conditions que, dans les marchés publics, que les entreprises soumises à ce droit ne puissent plus avoir accès à la commande publique dans le cloud. Et on se heurte, on s'est cassé les dents plusieurs fois avec des collègues qui ne nous ont pas forcément suivis, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est une importance vitale.
Je pense que le truc qu'on pourrait résumer, c'est que, et on l'a entendu plusieurs fois dans la bouche du rapporteur général Renaissance, qui pourtant est normalement un fervent promoteur de la Startup Nation, il nous a expliqué en long, en large, en travers, et puis il continue en prenant d'ailleurs pour égérie une actrice qui devient représentante de Bernadette Chirac, il nous dit en permanence, ce qui est interdit dans le monde physique doit l'être dans le monde numérique. C'est profondément méconnaître le fait que le monde numérique n'est pas du tout le monde physique. Et que c'est technologiquement faux, c'est une hérésie de construction même d'Internet que de dire que c'est le monde physique. Et donc, en fait, ils veulent appliquer les mêmes choses partout, tout le temps. Et ils pensent que on doit pouvoir couper les réseaux sociaux comme on couperait une canalisation d'eau. Ben non, ça marche pas comme ça. Et donc, ça donne des trucs aussi bizarres que dire que les VPN, on doit les interdire en France. Ouais, c'est vachement bien. C'est de dire que on va mettre un contrôle d'âge pour les sites porno. Très bien. Ça marchera que pour ceux qui n'ont pas de VPN et qui n'ont pas envie d'aller chercher sur des sites à Budapest. Bon, ben voilà. Donc, ça peut avoir un intérêt de marketing politique, de dire à Madame Michu, vous voyez, j'ai pris en compte votre problème. Très bien, on va se rendre compte dans quelques mois, dans quelques années, que ce n'était pas la panacée qu'on avait vendue à ce moment-là. Et je pense que malheureusement, le retour de bâton sera plus méchant dans quelques années qu'il ne l'aurait été si on avait dit la vérité dès le départ. Et puis, là, on est un peu tous fautifs, et je pense que tous les groupes politiques sont confrontés à ça. Il est impossible on ne veut plus exprimer une pensée complexe. Là, le sujet du SREN, c'est pornographie, cyberharcèlement. Au départ, ça a été lancé comme ça. Comment on va expliquer une position sur le cyberharcèlement ou sur l'accès à la pornographie pour les mineurs? On va peut-être s'opposer à un référentiel parce qu'il n'est pas assez souverain, il n'est pas assez sécurisé. Comment on va pouvoir l'expliquer à monsieur et madame Michu? On va pas leur dire on est contre, on est pour le cyberharcèlement et on est dans une pensée binaire totale, et où expliquer une pensée complexe est devenu très compliqué, et donc défendre cette pensée complexe auprès de nos groupes politiques peut être des fois difficile, très difficile, et alors au commun des mortels l'est encore plus. Et on est bloqué souvent dans ça, où ça peut pousser des partis entiers en fait à prendre des décisions qui sont contre-productives. Mais le gros avantage du groupe de travail sur l'économie numérique, la souveraineté numérique et la cybersécurité, c'est qu'effectivement tous les partis représentés à l'Assemblée sont présents. Et on arrive à trouver des points de convergence. L'article 10 bis B qui avait été voté au Sénat, c'est Catherine Morin-Desailly, parce qu'on parle Assemblée, mais on travaille aussi avec le Sénat. C'est-à-dire qu'avec Catherine, on s'entend très bien. Si on ne s'appelle pas 2 fois par semaine, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc on essaie d'avancer ensemble. Et sur ce texte SREN, on avait décidé que c'était elle qui le déposait au Sénat. On a eu une unanimité de tous les groupes politiques au Sénat pour voter ce 10 bis A. Et à l'Assemblée, quand on était en commission, on nous a dit oui, mais le Sénat, il fait ce qu'il veut, nous, c'est nous. Et donc la majorité a dit, la majorité Renaissance Modem, malheureusement, a dit il faut le supprimer. On va le redéposer. Et on ne va pas le redéposer simplement Aurélien et moi. On va le redéposer. Quasiment tous les groupes politiques vont le redéposer pour bien montrer qu'il y a une réflexion aujourd'hui commune, transpartisane, qui dépasse les clivages politiques sur le fait que l'extraterritorialité du droit, qu'il soit américain, israélien, japonais, chinois, aujourd'hui nécessite que nous prenions des mesures pour pouvoir les contrebalancer. Il ne s'agit pas de rentrer dans une guerre commerciale tout de suite, il s'agit de dire ce que déjà les Américains ou les Chinois font de leur côté, faisons-le aussi. Préservons notre système, mettons des barrières, et ensuite on discutera pour voir comment est-ce qu'on peut, de façon équilibrée, réouvrir les barrières. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec le Data Privacy Framework. C'est qu'aujourd'hui, on nous a imposé un accord d'adéquation pour que les données puissent transférer de l'Europe aux États-Unis, en contradiction du Parlement européen, parce que le Parlement européen avait dit non. Et donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une volonté des gouvernements, et je ne mets pas que le gouvernement français, mais des gouvernements en Europe, de se dire les parlements ne comprennent pas tout sur le sujet, nous on est meilleurs, et donc c'est nous qui savons. Et d'ailleurs, quand on voit du coup, chez nous, quelques-uns des amendements qu'on a pu voir dans SREN, oui, ils ont raison. C'est-à-dire que quand on a un amendement sur la suppression des VPN, je comprends qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires disent qu'ils ne comprennent rien. Bon,
Sauf que ceux qui comprennent et qui essaient du coup sont un peu marginalisés. Donc on est obligé de se battre vraiment pied à pied pour essayer d'avancer. Et c'est pas facile quand on n'est pas nombreux. On serait vraiment plus content d'avoir plein de monde. Donc allez voir tous vos députés dans tous les coins, dans toutes les circonscriptions, prenez-les par le col, mettez-les devant un ordinateur, expliquez-leur. Ils n'ont pas besoin de coder, parce qu'ils ont la trouille. Ah oui, mais je sais pas coder. Non, mais il faut leur expliquer la vision stratégique de ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Enfin, leur donner une culture et un truc par le haut. Et vous nous les renvoyez, on finira le travail. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aidez-nous, parce qu'on est tout seuls. Vraiment, on n'est pas nombreux. On se bat contre des croyances, on se bat contre de la méconnaissance, de temps en temps de la mauvaise foi, mais aussi, et il faut le dire, contre des lobbies qui font un travail colossal pour faire tomber certains de nos amendements des fois. Là, la réintroduction du 10 bis A, si on n'a pas reçu 15-20 appels ou textos ou mails des cabinets de lobbying, de AWS, Bien commun, etc. Donc ça veut dire que nous, bon, on les reçoit, on s'en fout. Nous, on est convaincus. Mais tous les députés qui ne connaissent pas forcément le sujet ont peur. Quand vous avez AWS qui représente des milliers d'emplois et qui viennent leur expliquer que s'ils votent ça va être la catastrophe et qu'en plus on va mettre à genoux tout un écosystème français, parce que c'est souvent ça leur argument, c'est aussi assez compliqué. Donc n'hésitez pas aussi, vous, ce que disait Philippe, à aller taper à la porte de vos parlementaires et de leur mettre aussi la pression. C'est les écosystèmes étrangers, enfin les gens étrangers le font, faites-le vous aussi. Mettez la pression à vos parlementaires. Faites du lobbying en quelque sorte. Ah oui, c'est vraiment ça. On n'y arrivera pas tout seul. Et on n'est pas éternel. C'est-à-dire qu'il peut se passer plein de choses. D'abord, on est soumis au suffrage universel, donc il peut se passer des choses. Et donc on peut ne plus être là. On était un peu plus nombreux lors de la précédente mandature. On est de moins en moins nombreux sur celle-là. Peut-être que la prochaine fois, ni Aurélien ni moi ne seront là. Il faudra qu'il y en ait d'autres. Donc ça nécessite forcément du turnover. Et ça nécessite surtout qu'on puisse avoir des débats qui soient posés, ce que tu disais, qui soient posés et qui soient clairs. Aujourd'hui, on discute beaucoup sur les données de santé. C'est un amendement que j'avais déposé, qui a été adopté par la Commission. Et donc le gouvernement m'appelle quasiment toutes les 10 minutes pour me demander de le retirer. En fait, globalement, ça vient aussi d'une promesse de l'État qui n'a pas été tenue. C'est que quand Cédrico et Olivier Véran sont venus devant l'Assemblée, devant le Sénat, devant le Conseil d'État, devant la CNIL en disant « promis, juré, d'ici 2 ans grand max, le Health Datum ne sera plus chez Azure », et qu'on est 3 ans et demi plus tard, que ça n'a pas bougé d'un iota, et que dans la feuille de route, on nous explique que ce sera au mieux au T3 2025, il y a un moment, il faut peut-être qu'on, nous, parlementaires, on reprenne la main en disant à l'État, on va vous aider à tenir promesse. Mais c'est compliqué, parce que vous n'imaginez pas le nombre de coups de fil de tous les coins qu'on peut avoir sur le sujet. Donc on a l'habitude, mais c'est plus marrant et c'est plus facile à faire quand on est 10 que quand on est 2. Voilà, c'est bête, hein, mais on répartit la charge, quoi. C'est plus supportable. Juste une question, pardonnez-moi, très, très candide, mais sur l'ensemble, on va dire, des parlementaires, des décideurs, vous mettriez à quel pourcentage d'alliés qui comprennent ce sujet-là et qui poussent dans votre sens? Alors là, sur la question de l'extraterritorialité, je ne parle pas de souveraineté pure, parce que si on prend le mot souverain, je pense qu'on va en perdre quelques-uns, mais si on parle de l'extraterritorialité, donc de l'immunité aux règles extraterritoriales, je pense que nous commençons à être majoritaires. Et on le voit d'ailleurs dans l'amendement 10 bis A, où tous les groupes politiques vont vouloir le redéposer, et qu'en commission, il n'y a qu'un seul groupe qui a décidé qu'il y avait le nombre de députés suffisant, qui était le groupe Renaissance, parce que le gouvernement était contre. Donc il y avait une question de fidélité au gouvernement sur ce coup-là. Mais l'ensemble des groupes d'opposition ont dit non, pas d'accord. Donc il y a quand même quelque chose. Et quant au Sénat, le 10 bis A est voté. Il est voté par tous les groupes politiques du Sénat, des indépendantistes issus de la Polynésie jusqu'aux élus des LR et la totalité des LR. Donc on a vraiment aujourd'hui, je pense, sur cette partie-là, si on l'appelle immunité aux règles extraterritoriales,
Oui. Si on l'appelle souveraineté, là on commencera à avoir une petite discussion parce que ce mot peut être connoté pour certains groupes politiques comme étant quelque chose qui flirte avec le souverainisme, avec un certain nombre de choses, et ça, ils n'en veulent pas. Et le blocage sur ce point-là vient du gouvernement, avec toujours cet argument de dire qu'il y a des négociations européennes qui sont en cours, en particulier sur Nice 2. Et donc, si cet amendement passe, si cet article est inscrit dans la loi, ça va faire capoter les négociations européennes. Et c'est toujours nous, ça fait 3 fois qu'on essaie de le réintroduire. On a essayé de le réintroduire dans les Jeux Olympiques, dans la loi sur les Jeux Olympiques. On a essayé de le réintroduire dans la loi de programmation militaire et maintenant dans la loi SREN. Et c'est toujours l'argument qui nous est porté. Et c'est pour ça que je parlais de croyance au départ. C'est cette pensée, ce que disait ce matin, alors je ne sais plus qui parlait de ça quand on parlait d'extraterritorialité, que les Allemands allaient nous suivre sur ce sujet, que les Polonais allaient nous suivre, que les Lituaniens allaient nous suivre. C'est quand même assez compliqué. Et nous, on essaye l'idée qu'on essaie d'amener, c'est de dire, faisons-le, commençons, mettons l'Europe dans notre sillage et on y arrivera. Mais pour des raisons de croyance, en disant la baguette magique européenne va arriver et va tout changer, on ne le fait pas. Mais pour autant, il faudra que ça soit quelque chose d'européen. Oui. On ne pourra pas le faire tout seul dans notre coin, on va se faire balayer. Si EUCS n'intègre pas du tout de clause d'immunité aux règles extraterritoriales, à ce moment-là, SecNumCloud va tomber. Donc nous avons absolument besoin qu'IUCS, au minimum du minimum du minimum, ait des règles d'immunité extraterritoriale dans le niveau 3+, c'est-à-dire données critiques. Si on pouvait le descendre au niveau 3, données sensibles, je serais le plus heureux des hommes, parce que du coup, on aurait intégré dedans tout ce qui est données de santé, les données d'éducation, enfin tout ce qui nous pollue aujourd'hui, parce que c'est systématiquement chez Azure ou chez Google ou chez AWS. Et sans appel d'offres, au passage. Voilà, on a besoin quand même de cette puissance européenne. Si on n'a pas cette puissance européenne, on sera un petit village gaulois, et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec Thomas, mais il le sait. Je comprends l'idée de nation, de plein de choses. Sur le domaine économique et sur le domaine du numérique, nous ne pourrons peser que si nous sommes une plaque complète européenne, et si l'ensemble des pays ont les mêmes règles. Il faut se souvenir d'un truc franco-français, que certains ont connu, pas d'autres. Les vignettes automobiles. Le jour où la Marne a décidé qu'elle allait baisser son tarif de vignette de 60%, mais que du coup elle a récupéré l'intégralité de tous les loueurs de véhicules, de toutes les flottes d'entreprises de partout. Elle s'est fait un fric phénoménal au détriment des autres départements. Et si on commence à jouer, et on le voit déjà sur l'IS, l'Irlande joue son rôle avec ses forfaits. On a des entreprises qui vont s'installer en Irlande exprès pour ne pas payer. En Hollande, on a des règles fiscales particulières qui font qu'en plus, combiné avec l'Irlande, le fameux sandwich néerlandais, ça marche bien et on a de la double optimisation. Ce qui n'est pas acceptable. On a besoin d'avoir des impôts dans tous les pays là où l'activité est faite. Mais il faut absolument qu'on ait cette solidarité et cette homogénéité. Si on ne l'a pas, on sera perdant. Parce qu'en face, on a peut-être un État fédéral américain, mais l'État fédéral américain, il a une continuité dans son administration depuis 20-25 ans. Trump, il n'a pas vraiment changé la politique d'Obama. Biden n'a pas vraiment changé la politique de Trump. Il est même allé dans le même sens. L'IRA, c'est du Trump, mais simplement, ils l'ont habillé différemment. Mais l'administration est toujours la même. Donc il faut qu'on ait cette persistance, il faut qu'on ait cette masse critique. Et on ne l'aura pas en étant simplement la France d'un côté tout seul. Il faut qu'on emmène tout le monde. Dans un contexte où, et je finirai peut-être là-dessus, les Allemands sont dans une situation économique plus difficile qu'avant, et donc on a peut-être des choses à leur imposer, on a peut-être des choses à leur dire qu'ils n'avaient pas entendues depuis 2 ou 3 ans, et qui, pour l'instant, vivent sur leurs acquis en pensant qu'ils sont la puissance économique. On a des choses certainement à pouvoir leur imposer, surtout si l'hiver est rude, ils auront peut-être besoin d'une partie de notre électricité nucléaire. Bon, donc je suppose que vous avez des questions, alors pas des remarques, des questions. Là. Derrière toi. Non, Quentin, derrière toi avant. Désolé. Oui, juste une remarque. On parle de rapport de force. J'avais dit non. Allô ? Non ? Ça marche, oui. Oui, ça marche, allez-y. On parle de rapport de force avec les Américains, avec les Européens. Je voudrais juste rappeler quand même que l'endettement de l'État est passé de 2 000 à 3 000 milliards en l'espace de 4-5 ans.
Est-ce qu'on est vraiment souverain avec une telle dette sans avoir une politique crédible de réduction de l'endettement? Alors oui et non, c'est penser simple, ça n'existe pas là-dessus. Les Américains ont un déficit qui est plus important que le nôtre, ont une dette plus importante et ils sont souverains. Donc ça veut dire que c'est pas forcément aussi simple que ça. En revanche, oui, vous avez raison, le fait que la France ne soit pas dans sa trajectoire budgétaire pose un problème, c'est que la Commission européenne nous tient. Et d'ailleurs, comme la Commission européenne tient les Italiens pour partie. Exactement. Et je te laisserai peut-être aller là-dessus, mais on voit aujourd'hui très clairement que les Italiens ne sont pas maîtres même de leur politique intérieure sur un certain nombre de sujets, parce qu'ils ont besoin absolument de l'ensemble des fonds que le plan de relance européen leur avait promis, et qu'à chaque fois qu'il y a un événement au sein de l'Italie, la Commission leur dit j'avais le stylo pour signer le chèque de 90 millions pour demain. Si tu ne modifies pas ta politique, peut-être qu'on va attendre 3-4 jours. Sauf que 3-4 jours sur 90 millions pour payer les fonctionnaires, pour payer un plan, un truc, c'est compliqué. Donc oui, effectivement, il nous faut absolument redresser notre comptabilité publique. Ça nécessite de faire des choix dans le contexte actuel de post-Covid, où on a décidé de faire... dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l'énergie. Enfin, il faut simplement se dire, quand même, quand on se compare, parce que j'ai fait un petit tour en Europe cet été pour différentes raisons, notamment pour aller au tribunal, quand on regarde le prix de l'énergie, les Allemands ont un prix d'énergie extraordinairement cher. Les Slovènes, aujourd'hui, font la gueule. Ils disent aux Allemands et aux Autrichiens, mais nous, on ne devrait pas avoir un prix d'énergie aussi cher. On est dans le marché commun de l'énergie, mais on ne devrait pas, parce que d'abord, on a beaucoup d'énergie qui est liée à l'hydroélectricité, parce qu'on est dans les montagnes. Et deuxièmement, les Slovènes se chauffent beaucoup au bois. Et donc, en fait, ils ne consomment pas tant d'électricité que ça. Et ils ont un prix de l'électricité qui est quasiment celui du prix de l'Allemagne. Donc ils ne sont pas contents du tout. On a peut-être quelque chose là, aujourd'hui, dans un renversement de paradigme, à pouvoir poser calmement au niveau européen en disant, attendez, notre modèle n'était pas forcément le meilleur, peut-être qu'on rediscute les règles. Il y a des nouvelles alliances qui vont se faire sûrement, ça, je suis d'accord, mais il y a juste un bémol, c'est la différence qu'on peut avoir avec l'Italie, où la Commission tient l'Italie par le portefeuille, c'est que nous, le plan de relance, c'est 40 milliards. Sauf qu'il nous coûte 80. On est contributeur net. Donc on a peut-être plus de moyens d'action que peut avoir l'Italie ou que peut avoir n'importe quel pays européen qui n'est pas contributeur net. Mais après, ça s'appelle la volonté politique. C'est exactement ça. Hein. Mais ça fragilise quand même nos positions, cette histoire-là. Et là, il y a un vrai problème de courage politique. Il faut toujours du courage. Merci. Quentin, si vous voulez... Moi, c'est une question. Dans nos discussions avec l'administration et notamment le ministère, vient en permanence cette fameuse histoire de négociation européenne et notamment EUCS. Je pense, j'ai entendu parler non-stop pour m'expliquer à chaque fois qu'il y a un truc cool à faire en France, qu'on n'allait pas le faire parce que tu comprends, dans la négociation EUCS, c'est compliqué. En tant que parlementaire et en tant que commission impliquée dans ce sujet-là et qui fait a priori plutôt bien son travail. La question que je pose, c'est vous êtes impliqué dans cette négociation-là ou pas du tout? Alors moi, à aucun moment. Moi non plus, je la suis dès que je peux avec des informations à droite à gauche, mais on n'est pas impliqué du tout. Ceux qui gèrent la négociation, c'est le gouvernement, donc le ministère du numérique, et l'ANSSI en tant que service technique sous-jacent. Et puis, là, cet argumentaire, il faut le dire, il est fallacieux. Quand on dit oui, mais vous allez faire capoter vous allez faire capoter notre négociation. On a fait la taxe GAFAM. Il y avait des négociations européennes et des négociations à l'OCDE sur la taxe GAFAM. On a pris de l'avance avec cette idée d'entraîner l'OCDE et l'Union dans notre sillage. On a un texte là, le SREN 2, où on prend de l'avance sur les négociations du Data Act. Et en même temps, dans le même texte, on nous explique qu'il ne faut pas prendre d'avance sur les négociations de Nice 2 ou autre. Enfin, c'est un argument fallacieux. Il faut complètement c'est ce qu'on essaie de leur expliquer d'ailleurs à chaque fois, mais ils n'entendent pas forcément. Dernière question. Nicolas. Oui. J'ai une double question. Vous êtes deux députés nationaux, c'est très bien. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'Union européenne. Où sont les députés européens? Première question.
parce que, in fine, c'est quand même là que ça va jouer. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez une idée, c'est vraiment une question ouverte, quand on compare avec les grandes nations, on voit quand même que dans les décideurs politiques, il y a des scientifiques et des ingénieurs. Combien y a-t-il aujourd'hui à l'Assemblée nationale de scientifiques ou d'ingénieurs ? On en avait un qui était très très bien. Il avait une araignée sur le côté, puis une lavalière. Je l'aimais beaucoup. Pour répondre à votre question, où sont les parlementaires européens sur le sujet? Ils ne sont pas là en ce moment. Notamment, moi, je l'ai décortiqué au maximum sur la question de l'accord d'adéquation avec les États-Unis. Ils se sont courageusement abstenus. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà. On peut s'abstenir de façon stratégique, mais dans ces cas-là, on l'annonce, et on annonce pourquoi on s'abstient de façon stratégique, mais sur des choses dans ce type-là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Enfin, il y a un moment, il faut pouvoir exprimer une position. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire, c'est qu'on nous demande d'appuyer sur un bouton oui/non assez régulièrement, ou de lever la main si on est d'accord ou pas d'accord. Ils ne sont pas là parce qu'on a le même problème en représentation européenne qu'on a le problème à l'Assemblée. C'est qu'il faut des gens qui ont envie, qui aiment ça, qui sont prêts à en parler, qui sont prêts à aller au front, qui sont prêts en plus à rentrer pour les parlementaires européens dans une mécanique européenne qui est un peu plus complexe en plus que simplement la mécanique franco-française, parce qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs modes de fonctionnement, et que voilà. Donc ça nécessite d'y passer du temps et d'avoir de l'envie et de s'y consacrer pleinement. Quand on a envie absolument d'être et député européen et d'avoir un mandat national, en plus parce qu'on est conseiller régional, etc., c'est un peu compliqué de tout faire correctement, je pense. Mais ça, c'est une vision très, très personnelle. Moi, aujourd'hui, je ne suis que député. Ça me suffit largement à mon bonheur et ça me réduit mes nuits suffisamment pour que je n'ai pas envie d'en rajouter. Voilà. Pour votre deuxième question, je vais peut-être laisser Aurélien. Pour la première, alors j'ai été assistant parlementaire européen pendant 2 ans. Je pense que même si la majorité des députés européens étaient sensibilisés à ces questions et étaient de l'avis des personnes ici présentes sur le sujet, ça ne changerait rien de toute manière, puisque ce n'est pas un organe de décision, le Parlement européen. C'est plus un organe d'enregistrement. Et le pouvoir est au Conseil et à la Commission, et pas ailleurs. D'ailleurs, la plupart du temps, ce que vous voyez passer au Parlement européen, ce sont des résolutions, dans 90% des cas, et qui n'ont presque aucune portée légale. Sur le côté, est-ce qu'il y a beaucoup de techniciens? Il n'y en a pas tant que ça c'est sûr. Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il n'y ait pas de techniciens ou de scientifiques? Oui. Enfin, il ne faut pas tomber dans le côté très technocratique où il faut absolument avoir une connaissance scientifique approfondie du sujet pour pouvoir en parler et avoir un avis. On est avant tout des politiques, et un politique, il doit avoir une vision idéologique, et c'est un gros mot aujourd'hui, le mot idéologique, mais il doit en tout cas avoir un aspect politique derrière, il doit avoir une vision politique, pas uniquement une vision technique. Donc... je suis partagé. Pour répondre moi je vois le mandat parlementaire comme un mandat temporaire. C'est-à-dire que beaucoup de monde le voit comme étant un métier à temps plein pendant 40 ans. La vraie difficulté, c'est que ça a été toujours pensé un peu comme ça, et donc il faut absolument, pour la plupart des gens, être issu de la fonction publique, parce qu'on peut, si on est battu, repartir dans son administration d'origine. On n'a pas le problème. Quand on vient du secteur privé, c'est beaucoup plus compliqué, et notamment en plus quand on a des fonctions techniques qui nécessitent d'être remis au niveau, à l'état de l'art en permanence. Parce qu'on sait bien dans le domaine du numérique, mais dans un certain domaine aujourd'hui, si vous êtes sorti de votre entreprise pendant 3 ans, vous avez accumulé un passif de dette technologique tellement important que se remettre à niveau est compliqué. Et donc avoir à la fois un mandat parlementaire et se mettre à niveau en permanence, c'est juste quasiment impossible. Et donc il y a une vraie difficulté. Donc il y a une difficulté qui appartient au secteur privé. C'est compliqué quand on sort d'un mandat, si on vient du secteur privé, on n'a pas de recasage. C'est quand même une question. Et on a des systèmes, on a fait des choix, mais le chômage n'est pas suffisamment bien foutu. Enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et la deuxième, c'est qu'il y a cette question de la mise à niveau. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des médecins qui deviennent politiques, au bout d'un mandat, ils ne sont plus médecins. Quand ils étaient chirurgiens, ils n'ont pas opéré, ils ne sont plus en capacité de le faire. Certains étaient chefs de service, et ils redeviennent chefs de service, mais dans des métiers où ils n'ont plus d'opérationnalité, dans des fonctions sur lesquelles ils ont moins d'opérationnalité parce qu'ils ont perdu la main, ils ont perdu les réflexes. Et ça, dans des domaines technologiques, ça peut poser des problèmes. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages précieux.
Donc un sujet politique, mais qui ne devrait pas être un sujet politicien.